Quand tu montes ta boîte, c'est quoi le but en fait? Est-ce que c'est accumuler la richesse pour toi ou est-ce que c'est créer un écosystème avec tes collaborateurs, avec tes parties prenantes, donc tes fournisseurs, tes prestataires, peut-être avec la mairie de ta ville, peut-être avec des écoles? Est-ce qu'il s'agit de créer tout un écosystème qui fonctionne en bonne intelligence pour que chacun profite un peu des fruits de l'entreprise? On vient d'un monde où ce qui compte c'est la croissance, l'argent, machin. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais en fait, quel est mon problème avec mon ego pour vouloir accumuler tout ça juste pour moi? Ça me fait penser un peu à Bill Gates. T'es rentré assistant, tu sors et tu reviens adjoint de direction. Je suis éditeur, hein. On édite des produits techniques. Notre métier, c'est de vulgariser du savoir d'expert, le rendre accessible à tous. Pour Sales, t'as développé comment ton marketing? Il y a la partie avant l'ère d'Internet et la partie depuis. Internet s'est démocratisé, présent dans tous les foyers et depuis qu'il existe des outils qui tiennent la route aussi bien pour faire de l'acquisition que pour faire du... Il n'y a rien de plus énervant pour moi que le mec qui te dit « fais comme ça ». Non, non. Humilité. Tester, 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 tout le temps. Les mails, les pages de vente, les objets, les couleurs. La règle de base, c'est 3T. Tester, tester, tester. Ça, c'est incontournable. Aujourd'hui, je suis toujours dans la même société. 1997, 27 ans. Mais tu as plus le même statut? Non. Adjoint de direction, 2007, je prends la gérance de la société. 2017, je la rachète. Comment tu fais pour racheter une société? Tu payes. Tu sors le chèque. Tu sors le chèque. Le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs, ça serait quoi? À ceux qui sont en devenir? La ressource la plus précieuse, c'est le temps. Donc, soyez très avare de votre temps. Si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui est déstructuré, de pouvoir l'aider à mieux se structurer, ça serait quoi? Passe-moi un coup de fil. Non, ça dépend. Bonjour Mathieu. Bonjour Hicham. Comment tu vas? Très bien, très bien. Et toi? Très bien, merci. Eh ben, ça me fait plaisir de te voir. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Et en fait, dans le cadre du podcast, le thème, je te le donne rapidement, c'est de comprendre un peu comment tu fonctionnes particulièrement. Alors, moi, j'ai pour tendance justement de regarder un peu tout ce qui est les mécanismes inconscients, comme tu sais, et de comprendre quelles sont ta manière de penser, ta manière de voir le monde, ta vision. Et j'aime bien interviewer les gens qui ont un parcours assez atypique et qui m'intéressent. Alors, je sais que tu as eu cet élan pour l'entrepreneuriat et je vais te laisser justement peut-être te décrire rapidement, mais l'idée c'est de comprendre comment tu en es arrivé là et puis on remontera peut-être un peu dans l'enfance s'il y a besoin. Ok, ok, avec plaisir, parce que comprendre comment je fonctionne là en une demi-heure, 3 quarts d'heure, je sais pas combien de temps ça va durer, c'est juste impossible. On va tout faire pour. Donc l'idée ça va être ça et je te laisse la parole, c'est juste pour comprendre un peu comment tu fonctionnes et puis je t'enverrai des petites questions, 2, 3. Ok. Comme d'habitude. C'est parti. Donc je suis Mathieu Hetzer, j'ai 47 ans, je viens d'Alsace. J'ai un parcours scolaire gentillet, j'en ai très vite eu marre de faire des études. Donc à la fin de mon DUT, je me suis dit je peux plus être assis sur une chaise à écouter, j'ai envie de bosser. Donc j'ai vu une petite annonce, cherche stagiaire assistant marketing. Ok. Stagiaire assistant, donc le truc un peu pourri. Mais j'ai postulé, j'ai eu le job. J'étais stagiaire assistant. Ok. Voilà. Ça laisse imaginer un petit peu le niveau des tâches que je faisais. À Paris ou ailleurs? Non, en Alsace, en province. Je pense que c'est un point intéressant. Ouais, peut-être. Peut-être. Donc, je suis entré dans une maison d'édition en 97. J'avais pas encore 20 ans et j'ai commencé gentiment dans cette boîte. Voilà. D'accord. Au bout de quelques années, je la fais courte. Je suis curieux de nature, très curieux de nature. Je suis entré dans cette boîte pour faire du marketing. L'ancêtre du marketing digital. Parce que c'était en 97, le digital commençait gentiment, mais il n'y avait pas encore tout ce qui existe aujourd'hui. Donc c'est du marketing direct à l'époque. Et je me suis vraiment pris de passion pour ce sujet. Ce qui fait que j'ai pu avancer assez naturellement dans la boîte pour prendre la gérance en 2007. Le marketing, c'est quelque chose qui t'intéressait ou pas du tout? C'est juste l'annonce qui est arrivée Non, j'avais fait des études en communication, entre guillemets. Alors en DUT, c'est quand même assez léger. Par contre, ce qui me plaisait bien sur le côté marketing direct, c'était le côté mesure. Le côté très concret, où effectivement, chaque euro investi, à l'époque c'était des francs, chaque franc investi, on connaissait le retour sur investissement. On savait pour chaque euro ou chaque franc qu'on investissait, on savait combien il nous rapportait. Ok, donc tu pouvais mesurer la performance de l'euro investi. Très analytique, enfin très concret, tangible, etc. Et ça permettait d'affiner un peu les choses. Telle opération a foiré, pourquoi on réajustait, et voilà. D'accord. Donc ce côté-là me plaisait beaucoup. Comment convaincre les gens d'eux, comment finalement leur donner envie, comment les faire passer à l'action. La persuasion presque. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc vraiment la grosse partie, moi ce qui me plaisait, c'est le marketing.
J'ai fait du marketing pendant 15 ans, je pense. D'accord. Donc même quand j'étais gérant encore, je gérais la partie marketing en mettant en place tout un tas de trucs, y compris après sur Internet, puisqu'Internet s'était développé. Donc on faisait beaucoup d'AdWords, Facebook Ads, etc. Toute la partie acquisition online. Ça, tu le faisais depuis le début, au début de l'Internet, entre guillemets, dans le sens où... Quasiment, ouais. Okay. On a attendu un petit peu que Internet mûrisse, parce que on était vraiment au début de l'ère Internet. Faut remonter quand même en 97, ça date un peu. Internet n'était pas encore présent dans tous les foyers à l'époque. Enfin, ça commençait tout doucement à se démocratiser, mais les outils étaient loin d'être encore matures comme ils le sont aujourd'hui. On a l'impression que ce qui existe aujourd'hui existe depuis toujours, mais non, ça évolue très très vite en très peu de temps. Et alors, je ne saurais pas le remettre un peu dans l'espace-temps là, mais je pense que ça a dû commencer vers peut-être 2005, 2007, dans ces eaux-là, je suppose, comme ça à la louche, où ça a commencé à être beaucoup plus efficace. Voilà, où il y a eu des vrais outils, les premiers vrais outils pour faire de la pub online, en fait. D'accord. L'acquisition online. Je ne vais pas dire de conneries sur la date, mais... Ouais, c'est à peu près... Comme ça, à la louche, ouais, peut-être. Et à l'école, tu étais plutôt quel type de... J'étais très, très moyen. Ok. Ouais, j'avais pas de talent particulier, j'étais le gentil qui faisait pas de vagues, qu'on remarquait pas trop. Voilà. Discret, plutôt ? Ouais, oui, très discret. Pour autant, j'étais quand même le délégué de classe, quoi. Enfin, j'avais quand même besoin de rassembler les gens, les embarquer. Donc ce positionnement pour toi, il a été... Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça, à l'époque, difficile d'être délégué de classe. Je me disais, tiens, t'es face à tout le monde, tu dois... Oui, peut-être, ouais. Je me suis jamais trop posé la question, mais j'avais ce besoin d'embarquer, de représenter aussi, je pense. Ouais. Et ça peut faire le lien avec ce que tu fais aujourd'hui aussi. Oui. En fait, je me rends compte au moment où je t'en parle. J'avais jamais fait le rapprochement. Et j'ai un souvenir, c'était au collège, une de mes profs avait écrit que j'étais un organisateur né. Et j'ai jamais compris, sur le coup, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. D'accord. Et pareil, après, ça s'est un peu clarifié. Donc il y a une petite graine qui était déjà là, en fait, qui germait quelque part. Dès le départ, dès le départ. Parce que quand tu rentres donc en tant que stagiaire, tu passes quelques années derrière, du moins en tant qu'assistant. Oui, stage, ça a duré pas un an peut-être, un truc comme ça, formation on va dire, ensuite assistant marketing. Et voilà, petit à petit, comme je m'intéressais à ce que je faisais et que vraisemblablement je le faisais de mieux en mieux, voilà, j'ai pu initier certains projets, etc. Pour qu'on me fasse de plus en plus confiance. Donc tu gravis les échelons aussi à l'intérieur de la boîte ? Ouais, mais sans vraiment m'en rendre compte. C'était une petite structure. D'accord. Et du coup, chaque collaborateur avait une vraie importance. Le mode de management était encore à l'ancienne à l'époque. C'était encore très particulier comme mode de management. Et voilà, c'est OK. Aujourd'hui, c'est ce qui a fait aussi qui je suis aujourd'hui. Et je pense en bossant bien, en faisant de son mieux, je pense qu'on peut tous réussir à gravir les échelons, quoi. Faut sortir les doigts, y aller. Parfois, ça pique un peu, mais ça t'a demandé beaucoup d'efforts ou pas à l'époque ? Pas tant sur les compétences ou l'apprentissage ou la formation. Là, ça allait parce que c'est un sujet vraiment qui me plaisait. C'était plutôt sur le côté relationnel. Encore une fois, moi, je suis quelqu'un de à la base, je suis le gentil de service, quoi. Tu vois, moi, tu me demandes 30 services, je vais te rendre service avec plaisir, quoi. Je suis arrivé dans le monde du travail, j'étais pas encore très mature, j'avais pas 20 ans. Et je me suis confronté à des choses auxquelles je m'attendais pas, y compris à une hiérarchie un peu particulière, assez dure, même très dure. Et moi, je faisais de mon mieux, et en même temps, je me prenais des roustes parce que des fois, il y avait des loupés, etc. Et je comprenais pas trop ça. Donc, là, ça m'a demandé des efforts de prise de recul. Tu te remettais en cause ou tu te disais... Ah non, mais carrément, carrément. Il y a un moment donné où même je me suis barré de la boîte. J'ai posé ma dème. D'accord. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. C'était en 2001. 2001. Mais je me souviens encore de la tête de ma patronne de l'époque quand je lui ai annoncé que je me démissionnais. Ouais. Et de ses larmes qui étaient juste elle n'a pas compris en fait ce qui s'est passé là. Non, mais par contre, derrière, elle a compris. Elle s'est remise en question. Pour autant, je ne suis pas parti fâché. D'accord. J'en ai juste marre de comment ça fonctionnait. Je suis parti, on est resté en bons termes malgré tout, parce que moi, mon métier me plaisait bien, mais je supportais juste plus le management. D'accord. J'ai continué à rendre des services quand ils avaient besoin. Et au bout d'un an, elle me rappelle, proposant donc en 2001. 2001, elle me rappelle en me disant Mathieu, j'ai un autre poste à vous proposer, du coup, évolution, poste, salaire, etc.
D'accord, ok. Et ça, elle s'appelle comment cette société? La société Édition Cels. Ok. SELZ, Édition Cels, ouais. Ok, donc on continue. Donc là, t'es rentré assistant, tu sors. Oui. Ça me fait penser un peu à Bill Gates. Tu sors et tu reviens. Je reviens adjoint de direction. Adjoint de direction. Ouais. Toujours. Et Cels, ils font quoi exactement? C'est quoi leur Alors, je suis éditeur, hein, Ouais. éditeur. On édite des produits techniques. Aujourd'hui, notre métier, c'est de vulgariser du savoir d'expert pour le rendre accessible à tous. D'accord. On a différents métiers. On a une partie de notre activité qui concerne les jeux d'argent, donc les courses hippiques. Ok. Et une autre partie de l'activité qu'on est en train de relancer là maintenant, qui est l'activité historique en fait de l'entreprise, D'accord. qui est à destination des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, tu es toujours dans la même société. Aujourd'hui, je suis toujours dans la même société, depuis Ok. 1997. Ok. 27 ans. Mais tu as plus le même statut. Non. Ok. Non, donc adjoint de direction, 2007, je prends la gérance de la société. D'accord. 2017, je la rachète. Ok. Comment tu fais pour racheter une société? Bah, tu payes. Non. Tu sors le chèque. Tu sors le chèque, c'est ça. Alors, déjà, moi, je viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial. Ok. Genre d'un milieu tout à fait normal. Mes parents étaient salariés. Mhm. Comment tu fais pour acheter une boîte Mm. qui a une certaine valorisation? Déjà, tu t'entoures. D'accord. Première clé, je pense que c'est ça, c'est de s'entourer. Comprendre aussi un peu les différents enjeux, parce que c'est pas juste... effectivement, tu fais pas juste un chèque quand tu rachètes une boîte. Le processus est long, est relativement long. Il faut aussi réfléchir au mécanisme, à la structure qui va te permettre de racheter tout ça. Ok. Donc voilà, tu t'entoures. Moi, j'étais à ce moment-là dans un mouvement de dirigeants qui s'appelle le CJD, en D'accord. 2014, au Centre des jeunes dirigeants. Ok. Et au sein du CJD, avec d'autres dirigeants, du coup, on a pu organiser des groupes de travail, de réflexion sur comment racheter mon entreprise. Le but du CJD, c'est quoi? Alors le CJD, il a trois rôles aujourd'hui. Le rôle qui m'intéressait à l'époque, c'était le côté école du dirigeant. D'accord. Donc, le CJD est vraiment là pour former le dirigeant dans sa posture de dirigeant. Ok. L'école du dirigeant. Donc t'as l'école classique et t'as l'école Oui, pour alors faire des dirigeants, ou en tout cas. c'est une école symbolique, Ok. mais on fait au CJD, il y a beaucoup de formations qui est dispensée. Ok. Et effectivement, on a des commissions de travail, commissions mensuelles, on a des conférences mensuelles aussi, et on avait possibilité d'accéder à des formations relativement qualitatives, très qualitatives même. Et effectivement, j'ai participé à un certain nombre de formations dans mes premières années au sein du mouvement pour grandir dans ma posture. Donc ça t'a aidé? Énormément. Ok. Pour moi, c'est la clé. Déjà, alors, les formations que je faisais, c'était beaucoup de développement personnel, Mhm. connaissance de moi et Ok. compréhension de l'autre. En quoi c'est important Pourquoi c'est important? Mm. Euh, de se connaître, en fait? Pour moi, c'est crucial. Mm. C'est crucial, déjà, pour comprendre que notre mode de fonctionnement, il est peut-être pas complètement déconnant, en fait. C'est normal, en fait, de réagir comme ça dans telle circonstance, ou d'être chagriné par ça, ou d'adorer ça. Parfois, on a l'impression qu'on est à côté de la plaque par rapport aux autres. Mhm. Donc, quand on commence à comprendre un peu comment tout le monde fonctionne, comment les interactions fonctionnent, que chacun a ses modes de fonctionnement ou ses schémas répétitifs ou ses peurs profondes, etc., eh bien, au final, ça permet de comprendre un peu les jeux qui se produisent quand tu es en groupe, en communauté, quand tu es avec tes collaborateurs ou dans un groupe de dirigeants ou peu importe. Mais ça permet vraiment de mieux comprendre, je trouve, les interactions. Ok. Donc du coup, ça te donne un atout pour mieux comprendre les réactions de chacun et comment tu dois communiquer avec l'un ou avec l'autre. C'est ça. Pour mieux fédérer ou... Ouais, alors mieux fédérer, ou en tout cas éviter de mettre l'autre dans une situation où tu n'as pas envie de le mettre, par exemple. Ok. Je sais pas ce que je vais te donner comme exemple. T'as certaines personnes qui supportent pas qu'on les touche, par exemple. Ah oui. Tu vois, moi, si je viens vers toi, là, je te mets la main sur l'épaule. Mhm. Toi, peut-être tu t'en fiches. Ouais. Il y en a d'autres qui supportent pas ça. Tu es en train de faire une intrusion énorme dans leur champ vital, quoi, en gros. Mhm. Et tu le sais pas. Enfin, je ne le sais pas que tu supportes pas. Je mets la main sur l'épaule, mais toi, ça va créer un truc. C'est ça. Si je le sais que ça te dérange, je vais éviter de le faire. Moi, ça me coûte pas de ne pas le faire. Je vais donc éviter de te mettre en zone d'inconfort. Ok. Voilà. Donc, ça fluidifie les relations, surtout quand l'autre sait aussi ce qui me dérange. Oui. Tu vois ? Donc tout le monde joue le jeu. Si tout le monde joue le jeu, ça fluidifie les relations. Ok. Et là, moi, je pense à une formation bien particulière que j'avais suivie, et ensuite que j'ai fait suivre à mes collaborateurs. Et aujourd'hui, on sait chacun, on sait où
où il faut pas appuyer chez chacun. Tu parles de l'énéagramme ou Ouais. Oui, je parlais d'énéagramme, par exemple. C'est un des éléments dont on peut parler. C'est un très bel outil. Ouais. C'est un très très bel outil. Okay. L'énéagramme, en gros, permet à partir on va dire, de la peur profonde, d'une peur qu'on a liée à l'enfance, permet de connaître le mécanisme de fonctionnement d'une personne. Alors, les gens qui critiquent l'énéagramme disent ouais, ça met les gens dans des cases, mais en fait non, c'est juste une clé de lecture supplémentaire qu'on a de l'être humain. Oui, non, ça les met aussi dans une case, mais c'est bien aussi de savoir à qui on a affaire. Tout à fait. Ça évite de faire des plus grosses bourdes. Ça donne 9 types de profils. C'est ça. Et en fonction des profils, tu sais... En fait, ça te donne des réflexes. Ouais. Et ça te dit, voilà, les axes sur lesquels il ne faut pas appuyer et sur lesquels tu peux appuyer. Ou les axes sur lesquels tu veux appuyer si tu veux que l'autre pète un câble. Voilà. Donc ça te donne une autre lecture en fait, de la psychologie de la personne que tu as en face de toi. C'est ça. Et du coup, ça te permet, par exemple, de créer un cadre harmonieux, si tu le souhaites. D'accord. C'est ce que j'ai fait dans l'entreprise. Donc ça, tu as pu le mettre en pratique ? Carrément. Okay. Ah ouais, carrément. Alors, c'est un outil que j'utilise quotidiennement. Déjà pour détricoter mon propre fonctionnement. Ok. D'accord. Ça, par exemple, j'étais incapable de le faire il y a 10 ans. Parce que tu disais quoi ? Déjà, pourquoi tu as les cheveux comme ça ? Toi, tu arrives à faire comme ça, toi ? Tu te disais quoi ? Je disais quoi ? Mais c'est pas possible de ne pas être parfait en apparence. Okay. Impossible, impensable. Okay. Il faut que je sois nickel. Okay. Pour la faire courte, il faut que je sois nickel pour ne pas être jugé par l'autre. Et pour être aimé plus par l'autre. Et si tu vas au bout, pour être aimé plus par l'autre. Si tu vas au bout du truc. Mais effectivement, certains profils ne supporteraient pas de sortir, par exemple, en suite, dans la rue. Okay. Je suis pas sûr de sortir en suite. Il y a certains profils qui supportent pas ça. Mais ça veut dire que le fait de mieux te comprendre, ça te permet de mieux t'accepter aussi. Bah ouais, et derrière t'es détendu. Et derrière t'arrives à faire ça. Tu vois. Ça paraît simple, mais c'est vrai je pense qu'il y a 10 ans, tu pouvais vraiment pas le faire. Non. Et toi, moi, je peux le faire. Des faux cheveux. T'as une mèche un peu qui est partie là. Du coup. Il y a 10 ans, je pouvais pas le faire. Je me souviens encore de la formatrice à ce moment-là qui me fait comme ça pour voir. Ouais. J'ai dit bah non, jamais de la vie. Ok. Parce que du coup, ça m'a permis de mieux comprendre, parce que ça m'a permis d'identifier mieux quel profil énéagramme j'avais. D'accord, ok. Voilà. Donc du coup, ça, c'est la partie dev perso qui t'a permis de grandir. Oui. Et après, au CJD, t'apprends quoi aussi d'autre ? Alors, bien sûr, tu as des apports techniques, entre guillemets, notamment sur prendre du recul. Le CJD te permet de prendre du recul sur ta stratégie d'entreprise. On parle beaucoup de performance, de croissance, etc. Il n'y a pas que la performance financière, en fait. Okay. On a tendance à oublier que la performance financière est juste un des éléments de l'équation. Aujourd'hui, il me semble tout aussi important de parler de performance sociale, sociétale et environnementale. Okay. Donc le CJD permet par exemple de découvrir ça, de prendre un peu de ce recul. On vient d'un monde où ce qui compte c'est la croissance, l'argent, machin. Plus, toujours plus. Mais pourquoi en fait Quel est mon problème avec mon ego pour vouloir accumuler tout ça juste pour moi Et le CJD alors là je te le fais de façon caricaturale. Le CJD ne dit pas ça. De façon caricaturale, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi finalement, quel est le but d'une entreprise ? Quand tu montes ta boîte, c'est quoi le but en fait ? Est-ce que c'est accumuler la richesse pour toi ? Ou est-ce que c'est créer un écosystème avec tes collaborateurs, avec tes parties prenantes, donc tes fournisseurs, tes prestataires, peut-être avec la mairie de ta ville, peut-être avec des écoles. Est-ce qu'il s'agit de créer tout un écosystème qui fonctionne en bonne intelligence pour que chacun profite un peu des fruits de l'entreprise ? Là, c'est déjà une vision qui est assez haute. C'est une vision, oui, c'est une vision avec beaucoup de recul, avec... quand tu lances ta boîte, c'est rare de penser à ça. Ce que j'allais dire au début, c'est plutôt je vais faire de l'argent et puis... Tout à fait. Mais après, donc ça te permet de te détacher un peu de cet aspect-là et de créer, comme tu dis, un écosystème et d'avoir une vision beaucoup plus globale et de faire interagir tout le monde dans le meilleur des mondes. En tout cas, peut-être pas au départ, mais l'idée, c'est qu'à la fin, on arrive à ça. Pour que finalement, chaque partie prenante de l'entreprise, que ce soit tes collaborateurs, tes prestataires, tes fournisseurs, etc., tes clients aussi, profitent de tout ce qui se crée, en fait. Donc ça, du coup, ça, tu l'apprends au fur et à mesure et tu l'intègres dans ta société, du coup ? Et tu es dirigeant de la société quand tu fais ça ou pas encore ?
Tu peux. Ok. Tu peux l'être. Enfin, Je veux dire, quand tu as fait le CJD, toi, ouais. t'étais à quel niveau dans ta société, du coup? T'étais encore... J'étais salarié, Ok. j'étais gérant salarié. D'accord. J'avais des actions, Ok. mais j'étais minoritaire. Donc, D'accord. gérant salarié. Ok. Et donc le CJD dans les premières années m'a permis de prendre un recul aussi sur mon rôle d'entrepreneur. C'est quoi mon rôle en tant que... Alors à l'époque j'étais gérant salarié. Hein. Ok. Par contre ça faisait longtemps que je m'étais dit je vais lancer ma boîte, etc. Mhm. Donc, je savais qu'un jour je lancerais ma boîte. Et le CJD m'a permis aussi de m'ouvrir certains chakras, on va dire, hein, clairement, Mhm. pour dire ok, ben, je vais à l'étape suivante. Quoi. D'accord. Et ce que je me dis, c'est que tu arrives à ce niveau-là, donc tu as ces connaissances-là. Comment le deal, il arrive? Comment comment on te propose, entre guillemets, on te dit, bah tiens, tu peux en prendre la gérance. C'est parce qu'on se dit, tiens, tu as un élément particulier, on a confiance en toi, ou c'est toi qui as sonné à la porte? Comment ça arrive? Moi j'ai confiance en l'univers. Ok. J'ai confiance en l'univers et je fais de mon mieux tous les jours. Ça Mhm. veut pas dire que c'est parfait, mais je fais de mon mieux. D'accord. Et j'ai fait de mon mieux pendant toute ma vie sur le plan pro. Voilà, quand j'étais parti 1 an des éditions Cels, Ouais. la boîte où j'étais, ils ont voulu me garder. J'ai dit non. Enfin, D'accord. je pense être. Ouais, je fais de mon mieux. Ok. Je suis quelqu'un de très structuré, très organisé, très Ouais. méticuleux On va y arriver. et relativement fiable. Mais ça, tu l'as toujours été. Alors, en Quelque tout part. cas, je l'ai découvert quand j'ai commencé à bosser. Ok. Enfin, j'ai découvert. Pour moi, c'était normal. Mais manifestement, c'était pas le cas de tout le monde. Bah, à ton niveau, non. C'est, Ouais. et du coup, voilà, j'ai aujourd'hui, c'était le cas à l'époque aussi, mais aujourd'hui, tu me dis d'être là, tu me dis d'être, je sais pas moi, à Bordeaux après-demain à 12h14 à tel endroit, je serai à Bordeaux après-demain à 12h14 à tel endroit. Et tu peux être sûr que je serai à l'heure. Parce que ça touche aussi l'engagement, quelque part. C'est-à-dire que quand tu t'engages sur quelque chose, il faut que tu mettes... Ah oui. Oui. Mais pour moi, c'est juste normal, en fait. Pour Ok. moi, mes valeurs, c'est ça, en fait. C'est La ça. valeur respect, Ouais. elle va jusque-là, en fait. Oui. Je te dis, je suis là à 16h30 aujourd'hui pour Ouais. enregistrer ce podcast. Mm. Enfin, il n'y avait aucun doute que je serais là à 16h30, quoi. Ouais, tu te poses pas... Et par contre, si jamais quelqu'un vient à 17h au lieu de 16h30, tu le prends comment? Aujourd'hui, je suis détendu là-dessus parce que j'ai Ok. bossé sur moi. Tu D'accord. vois. Aujourd'hui, Mais je le prends avant, plus. t'étais beaucoup avant, plus- c'était compliqué. Tu considérais que c'était un manque de respect? Mais totalement. Ok. Ah oui, totalement. C'est catastrophique. Ton monde s'écroule, en fait. Mon monde... en Quand tout cas, il s'écroule, en tout cas, tu... Ouais. En tout cas, je vis très très mal l'affront qui m'est fait à ce Ok. moment-là. Donc tu considères que c'est un affront. C'est Ah bah, c'est un c'est manque quand de même respect. très violent. C'est hyper violent. Ok. Donc ça montre la violence que tu as interne. La colère. Ouais. Ouais. Ok. Avant. Aujourd'hui, tu l'as travaillé, ça? Ah oui, grâce Ok. aux formations que j'ai faites, etc. Ok. Donc, Aujourd'hui, du coup, en fait, aujourd'hui, je vais pas dire que je m'en fous de beaucoup de choses, mais quand même. Ouais, C'est- le fait de s'en foutre, ça te permet quoi, en fait? Que tu ne pouvais pas faire avant? je sais pas si ça me permet plus de choses. En tout cas, ça me permet de mieux vivre tout ce que je vis, en fait. Ok. Tu vois. Est-ce Aujourd'hui, que- je kiffe ce que je fais. Est-ce que ça sous-entend qu'avant, tu kiffais moins ce que tu faisais Avant, parce que je tu avais vivais des des trucs. contraintes? Avant, je vivais Ok. des trucs pas forcément agréables. Quand j'avais à un moment donné, on était jusqu'à côté TPE, hein, donc jusqu'à Mhm. 9 collaborateurs. Et du coup, c'est moi qui coordonnais un peu le tout. Donc j'étais quand même très, très, très sollicité. Ok. Et j'avais mis en place des règles dans l'entreprise. La personne qui respectait pas les règles, il y avait une seule personne qui respectait jamais les règles. Pour moi, ça me rendait dingue, en fait. Ok. Ça C'est me un rendait affront, dingue. encore une C'était fois. un affront, un manque de respect. Mais qu'est-ce que t'as pas compris, en fait? Ouais. Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce qui est écrit ici, que on fait pas ça, en fait, dans Ok. l'entreprise? Et j'étais incapable de comprendre ça Mhm. avant de travailler l'énagramme, avant de bosser Mhm. sur moi, etc. Mhm. Parce qu'ensuite, j'ai compris que lui, en fait, juste, il peut pas vivre avec des règles. Ces valeurs Selon- sont pas les mêmes que les tiennes. C'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes schémas, c'est pas les mêmes besoins. C'est pas... Mhm. Il a besoin de liberté, de joie, il est incapable de respecter une procédure, etc. Et aujourd'hui, c'est OK, en fait. Ok. Alors, ça veut pas dire que ça va me faire marrer aujourd'hui. Mhm. Ça va quand même me déranger. Mais je serais plus en train de me dire, oh, lui, il me manque de respect. Ok. Mais comment tu fais pour avoir toujours cette notion de performance et faire monter un groupe, sachant que tout le monde peut aller dans tous les sens, en fait, et tout le monde a... Il y a un sens commun, il y a un sens collectif, il y a le sens du groupe, le sens dans lequel le groupe avance. Ok. Donc aujourd'hui, je fais beaucoup d'intelligence collective avec les personnes avec qui je bosse Mhm. pour qu'on définisse ensemble la direction. D'accord.
c'est pas moi qui impose une direction unique. Ok. Je suis pas Dieu, quoi. Enfin, j'ai pas la science infuse, hein, donc on réfléchit ensemble et avec des méthodos bien précises. On réfléchit ensemble, on construit la direction et ensuite on déroule ce qu'il faut pour. Donc au lieu d'avoir un truc qui est top-down à l'ancienne, entre guillemets, là c'est plutôt le groupe qui crée une direction avec un arbitre quand même. Il y a quelqu'un qui. Je valide ou j'invalide. Voilà, mais globalement. Si, c'est arrivé une fois là cette année où j'ai invalidé. Non, j'ai pas invalidé. J'ai questionné. J'ai dit, ok, je suis pas sûr de bien comprendre où vous voulez aller à l'équipe. Hein. On a fait tout un travail sur un nouveau projet qu'on voulait lancer et ils sont allés dans une direction. Donc je respecte leur direction, mais je suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce que vous pouvez, je suis pas là demain après-demain. Est-ce que vous pouvez challenger ça entre vous et puis on en reparle jeudi, je sais pas quoi, pour juste dégrossir, pour que je comprenne votre idée parce que là je la comprends pas. Et on arrive à jeudi, et puis ils me disent « Ah ouais, non, mais t'avais raison, en fait. C'est pas une bonne idée. » Alors, j'ai pas dit ça. Tu vois, j'ai jamais dit que c'était pas une bonne idée. Je dis « Je n'ai pas compris. » Et je les ai laissés un peu maturer le truc. Et, voilà. D'accord. Donc, l'intelligence collective, et effectivement, c'est le fonctionnement top-down qui, pour moi, aujourd'hui, c'est juste impensable de bosser comme ça encore aujourd'hui, en 2024. Quoi. D'accord. Aujourd'hui, tu as la présidence du CJD ? Oui. Ok. Tu as une manière particulière en fait de travailler en intelligence collective ou ça n'a rien à voir ou c'est autre chose? Je fais exactement la même chose au CJD que ce que je faisais dans ma boîte. D'accord. Aujourd'hui, effectivement, président du CJD. Alors j'étais d'abord président de section Colmar, ensuite président région Alsace et j'ai pris la présidence CJD France il y a quelques mois. Je drive des bénévoles, des dirigeants qui sont engagés bénévolement dans l'association. Très bien. Donc c'est pas tout à fait du management, hein, on peut pas dire ça, parce que j'ai pas de pouvoir hiérarchique. Levier. J'ai pas de levier, pas de levier de pression. Tu seras pas payé. Non, c'est déjà fait. Avertissement. Oui, ok. Non, il y a pas de. Eux n'ont pas d'intérêt à bosser avec moi en fait. D'accord. Si ce n'est que l'envie, un projet, kiffer, s'éclater, bosser sur des chouettes sujets, faire avancer un mouvement bien sûr, mais c'est pas comme un collaborateur qui à la fin sa fiche de paye quoi. C'est ça. C'est pas un collaborateur à qui je peux dire bon là t'as merdé, avertissement, si tant est qu'il faille en arriver là. Mais aujourd'hui c'est des dirigeants bénévoles et c'est un autre challenge en fait. C'est un autre level parce qu'il y a plus, il y a vraiment pas cette notion de punition récompense qu'on peut retrouver. T'as un blâme ou bien t'as un bonus. Là, c'est vraiment, il faut qu'on puisse collaborer ensemble en toute bienveillance et faut que ça avance, quoi. C'est ça. Exactement ça. Donc, trouver comment motiver ces personnes en leur vendant un projet auquel elles ont envie d'adhérer ou pas. Ça te demande quoi comme ressource, en fait, toi? Il faut que tu sois créatif, il faut que tu sois toujours dans l'innovation, il faut que tu... Alors, il y a toujours l'aspect organisation quand même, parce qu'on est quand même sur beaucoup de projets. Créativité, ça dépend des sujets. En fait, la créativité, je la réserve à certains types de projets. Après, c'est surtout comment constituer le groupe et comment entretenir, comment faire en sorte que le groupe fonctionne. D'accord. Les groupes, parce que là, on gère quand même différents types de groupes aujourd'hui. J'ai mon comité exécutif, j'ai un conseil d'administration, j'ai les JD engagés, des membres engagés qui travaillent dans des comités de pilotage, etc. Le CJD, c'est combien de personnes à peu près en France? On a 6000 adhérents, 6000 dirigeants qui adhèrent au mouvement. Ouais. Ok. Donc du coup, il y a des sessions, je sais pas, une fois par mois ou trimestre ou il y a des plénières, c'est comme ça. En local, ouais. Ça c'est dans les différentes villes, dans les sections locales. On a 125 sections locales. On a des conférences tous les mois. Mais ça c'est géré par les sections. Donc en local. En local, les commissions de travail et les formations qui sont gérées en local ou en région. Et effectivement, là, je suis tête de réseau. Moi. Et ta mission, c'est quoi du coup, toi? C'est une excellente question. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est de proposer une stratégie pour le mouvement. D'accord. Et de dérouler cette stratégie, tout en représentant le mouvement, en le faisant rayonner auprès des partenaires, des médias, etc. Et en organisant des événements qui fédèrent les membres. D'accord. Voilà. En déroulant notre projet de mandat. J'ai une vice-présidente avec qui on y allait ensemble. Et on a proposé un projet de mandat qui a été voté. Et voilà, donc on déroule ce projet de mandat aujourd'hui. Et le CJD ou Sales, pour toi, ça se
Ça se gère à peu près de la même manière, humainement, ou c'est différent? C'est-à-dire, ce que tu as appris sur Sales, tu peux l'appliquer sur le CJD, ça a été, c'est bénéfique pour toi, Ouais, ou c'est oui. autre chose? Ok. Oui, alors ça va dans les deux sens en fait. Ce D'accord. que j'ai appris au CJD m'a servi sur Sales, ce que j'ai mis en place sur Sales me sert au CJD. Voilà, de D'accord. toute façon, c'est pas cloisonné quoi. Il y a pas de stylo. Et toute la partie marketing que tu as, tu peux l'utiliser aussi dans les deux mondes Oui. sans Ouais, aucun ouais. problème? Oui, parce que moi, je suis un espèce de VRP en fait pour le CJD. Tu vois, je suis oui. censé représenter le mouvement, soit donner envie aux gens d'adhérer quand je D'accord. croise des gens, soit convaincre un média d'eux, Mhm. soit proposer aux gens de venir à un événement. Ok. Donc là, on organise un événement en décembre. On espère 1500 personnes. Il faut leur donner envie de venir. Ok. Et le marketing, c'est un peu ça, à la base, c'est donner C'est ça. envie d'acheter ou envie En tout cas, de faire en sorte que la personne à qui tu t'adresses fasse l'action que tu as envie qu'elle fasse. Ok. Cliquer sur le bouton, décrocher son téléphone, venir à un rendez-vous, venir à un événement, etc. Ouais. Ça, aujourd'hui, quand je regarde l'évolution, le marketing a pris beaucoup de place quand je vois tout ce qui est notion de, j'allais dire, de vente en ligne, de formation ou de page de vente, etc. C'est quelque chose, aujourd'hui, on peut vraiment plus s'en passer ou ça a toujours été, hein, peut-être que... Ça a toujours été. Je pense que les gens ont pris conscience, les personnes qui avaient une expertise technique sur un sujet, je sais pas, n'importe quoi, un menuisier, qui veut vendre des formations en ligne de menuiserie. Ok. Lui, il a compris qu'il avait une super expertise métier de menuiserie. Par Mhm. contre, il a compris qu'il fallait la vendre, en fait, cette expertise. Ok. Et oui, le marketing a toujours été présent, sauf que la conscience a évolué. Mhm. Aujourd'hui, ces personnes-là ont enfin compris qu'il fallait marketer leur offre. Il fallait pas juste dire, voilà, je vends une formation. Ok. Toi, tu fonctionnes toujours avec des newsletters ou parce que je me rappelle que j'ai un souvenir d'un livre en fait où il y avait cette notion de lettres. Je sais plus c'était quoi le titre. Ça doit te parler peut-être. Qui était à l'origine des newsletters où on envoie où il envoie des lettres et finalement t'arrives directement dans la boîte aux lettres du client et tu crées cette connexion et cette confiance avec le client et au fur et à mesure tu peux. Alors je sais pas si aujourd'hui c'est toujours la même méthode. Tu me diras, aujourd'hui, je reçois toujours des mails, donc je pense que ça marche toujours. Mais toi, c'est pour Sales, t'as développé comment ton marketing d'ailleurs? Alors, il y a eu plusieurs étapes. Encore une fois, il y a la partie avant l'ère d'Internet et la partie depuis qu'Internet s'est démocratisé, est présent dans tous les foyers, et depuis qu'il existe des outils qui tiennent la route, aussi bien pour faire de l'acquisition que pour faire alors à l'époque, ça s'appelait pas forcément automation, mais faire de l'envoi de mails automatisé. D'accord. On va dire ça comme ça. Donc comment on a mis ça en place? Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les techniques qui sont utilisées aujourd'hui, ce qui est copywriting, storytelling, ces méthodes, elles datent des années 50. Voilà. Ces méthodes dont personne n'a inventé quoi que ce soit depuis des décennies. C'est toujours les mêmes méthodes pour convaincre. Alors, ça a été affiné un petit peu. Il y a eu des tests qui ont montré que... Mais en même temps, il y a des contre-tests qui ont montré que non, c'était pas juste... Enfin, voilà. Copywriting, storytelling, c'est la même chose depuis les années 50. Donc ça, il s'agit de s'inspirer de ce qui existe, des mécanismes de psychologie, de manipulation, entre guillemets, des gens, mais manipulation positive. C'est-à-dire, en gros, c'est facile de pousser quelqu'un à faire une action. Par contre, tu le pousses qu'une fois, si tu l'arnaques derrière, ça sert à rien. Donc, tu peux avoir un marketing agressif si ton produit c'est de la merde. Tu l'arnaqueras qu'une fois ton client. Donc moi, je pars plutôt du principe que parce que c'est dans mes valeurs de respect, que on peut faire un marketing un peu dynamique. Par contre, il faut que le produit derrière tienne la route. Et voilà, donc on a un marketing assez dynamique, et par contre avec des produits qui tiennent la route derrière. Parce que toi, tu as eu le challenge, c'était dans les courses hippiques, c'était pas évident. Non, c'est pas évident. Aujourd'hui, plus qu'hier ou Non, c'est plutôt inversé, je dirais. Ouais, c'est plutôt inversé parce que il y a eu beaucoup d'abus. Il y a des gens qui ont fait n'importe quoi sur ces domaines-là. Et du coup, on a payé un peu les pots cassés parce que nous, ça fait depuis 80. Alors moi, je suis entre 97. Le produit il existait déjà, donc ça fait 27 ans que le produit existe. C'est un produit de qualité. On a plusieurs milliers de témoignages de satisfaction validés par un huissier de justice. Voilà, le produit est qualitatif. Par contre, on s'est retrouvé face à des arnaqueurs qui ont fait que des plateformes comme Facebook Ads, Google AdWords, etc., à un moment donné, ont blacklisté
tout ce qui touchait de près ou de loin aux courses hippiques. Ok. Alors qu'on dépensait sur AdWords à un moment donné 30 000 euros par mois d'acquisition. D'accord. Donc on a dû réinventer un peu le marketing suite à ces contraintes-là. Ouais. Ouais, donc du coup, tu as eu une contrainte et tu as dû trouver autre chose, en tout cas, pour contourner ou avancer, en tout cas. C'est ça. Ok. Qu'est-ce un des gros challenges que tu as eu, c'est quoi chez Sales, par exemple? Gros challenge. Ouais. Il y en a eu plein. Moi, je dirais plutôt les gros challenges d'un dirigeant, c'est le challenge RH. Ok. Ouais. Donc c'est le côté humain? Oui. Okay. Oui, parce que t'as beau... alors, les formations dont je te parle, elles datent d'il y a 10 ans. Donc, depuis 10 ans, j'ai mis en place d'autres choses. Tu vois, aujourd'hui, l'ambiance est bonne, j'ai pas de turnover, enfin, je fais du bois. Ça se passe bien, enfin, franchement, l'équipe est canon. Voilà, je suis très content aujourd'hui. D'accord. Ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai managé comme on m'a appris à manager. Okay. Donc, avec la baguette, quoi. Et à un moment donné, je me suis plus reconnu. Et c'est là que je suis entré au CJD pour chercher un peu autre chose. D'accord, ok. Donc, la partie RH, effectivement, c'était pas mon point fort. Je pense qu'aujourd'hui, je suis nettement meilleur là-dessus. Ouais, je suis nettement meilleur. Je pense que ça, de toute façon, parce que j'arriverai pas à embarquer des dirigeants bénévoles pour qu'ils consacrent des heures et des heures chaque semaine à bosser sur certains sujets, plus ou moins excitants, les sujets sur lesquels on bosse. J'arriverai pas à les embarquer si j'avais pas changé de posture au niveau humain. Ok. Je me rappelle une fois, tu m'avais montré ton agenda. Il est relativement chargé, mais structuré. Comment tu fais pour, si tu avais un conseil à donner pour quelqu'un qui est déstructuré, de pouvoir l'aider à mieux se structurer, ça serait quoi? Bah, passe-moi un coup de fil. Non, ça dépend de la structure à quel niveau. Ouais. Mon agenda est complètement débile actuellement. Enfin, c'est-à-dire il est plus que rempli, il déborde. Okay. Il déborde complètement dans tous les sens. Je sais pas quand mettre quoi, etc. Tu n'as plus de place. Non, là c'est saturé. Okay. C'est saturé même les week-ends. Enfin, les week-ends, j'ai... oui. Après, voilà, c'est un choix, hein, clairement. Ouais. Je suis content de ce choix. Mais en gros... Ouais, mes week-ends, je sais, par exemple, samedi, je vais consacrer une partie de ma journée à préparer une intervention que je fais la semaine prochaine, parce qu'effectivement, il va falloir que je sois prêt la semaine prochaine et que je repars lundi matin pour aller à Lyon, puis etc. Ça veut dire que sur un événement, tu le décortiques en préparation, en transport, tout est intégré, en fait, tu vois. On pourrait se dire, bah voilà, j'ai un podcast de telle heure à telle heure, and that's it. Toi, c'est plutôt, ça pourrait être préparation du podcast, trajet pour aller au podcast. Tout est calé, en fait, pour... J'ai dans mon agenda 30 minutes de trajet pour venir ici. D'accord, ouais. Ok. Donc ça, tu l'intègres, en fait. Ah bah bien sûr, mais sinon, ne serait-ce que pour bloquer le créneau, parce que j'ai... dans mon agenda, les gens peuvent prendre rendez-vous avec des liens type Calendly. Là. Ouais. Donc, tous mes temps de trajet et tout doivent être bloqués, parce que sinon... Il y a un rendez-vous qui va tomber dessus. Voilà. Donc effectivement, mon agenda est plein en fait. Okay. C'est très très rare que j'ai rien dans mon agenda. Du coup, ça te demande souvent de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Je peux te dire jusqu'à fin du mois, je peux te dire chaque jour où je suis, quand je suis. Ça t'apporte quoi, plus de sérénité? Alors là, c'est plutôt là, j'ai pas le choix en fait, puisque j'ai des rendez-vous, j'ai des contraintes. Contraintes de rendez-vous à Lyon la semaine prochaine, puis l'intervention à Paris le jeudi, puis j'ai des contraintes qui se sont imbriquées. Donc j'ai juste pas le choix. Mais oui, c'est obligatoire aujourd'hui pour la sérénité, parce que pour être à Lyon à 10h mardi matin, il faut que je prenne mon train à temps. Et que du coup, j'ai déposé mon chien chez le gardien de mon chien, donc je suis obligé de planifier. Ouais. D'accord, ok. C'est juste... T'as toujours été comme ça, toi, la planification? Oui, parce que T'as toujours c'est naturel. Chez moi, c'est naturel. Quand tu me dis d'être là à 16h30, je suis là à 16h30. Oui. Donc pour ça, j'ai planifié. Là, par exemple, c'est planifié depuis hier soir, en fait, pour être là à 16h30, en gros. D'accord, ok. Donc ça veut dire que tu es toujours en avance sur ton planning. Tu sais, par exemple, ce soir, ce qu'il va y avoir, le temps qu'il va y avoir entre les temps. Ouais. Là, je sais que j'ai un petit moment pour boire un coup avec toi après, ce podcast. Ça marche. Mais pas trop, parce qu'après, j'ai un dîner. D'accord, et que demain matin, à 9h, j'ai une interview presse. Et que et ce rythme-là, tu aimes? Ouais. Alors, ça dépend. Moi, j'ai besoin de respiration. Hein. Je pense que la clé, de toute façon, pour survivre, c'est les pauses. Ouais. C'est crucial. Donc, je me mets des temps de pause où mon cerveau est aussi off que possible.
Ok. C'est parfois compliqué, mais c'est indispensable. Je me rappelle que tu faisais des sessions où tu te déconnectais complètement. Tu montais dans un chalet ou. C'est ça. Ok, tu continues ça? Alors ça fait longtemps. Une vraie déconnexion, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Par contre, me faire des week-ends où la connexion est minimale, oui, c'est obligé. Ok. Et le but, c'était quoi? Rappelle-nous. Le but de déconnexion, c'était t'avais quasiment pas de téléphone ou Alors j'avais mon téléphone pour les aspects prendre des photos, mais j'étais en mode avion. Ok. J'avais mon téléphone aussi pour l'aspect GPS. Ok. Quand je faisais une balade ou quoi, pour avoir les itinéraires de rando par exemple. Mais je voulais couper les contacts sociaux. Ok. Aujourd'hui j'ai beaucoup de sollicitations, de contacts, etc. Des fois c'est important de couper totalement. Oui. Ok, pour éviter la surchauffe. Tout à fait. On n'est pas des machines. Ouais. Moi, j'adore quand ça va vite, quand ça va dans tous les sens. C'est génial. Mais par contre, c'est épuisant. Okay. De temps en temps, il faut faire un reset. Ouais. Si tu devais recommencer quelque chose dans ton passé sur lequel t'es pas... Ça serait quoi, en fait? Avec les capacités que tu as aujourd'hui, si tu devais refaire quelque chose, tu referais quoi? Je changerais déjà avec ce que je sais aujourd'hui, je changerais fondamentalement mon management donc quand je suis revenu en 2001 adjoint de direction, je commençais à manager un peu les équipes. Je changerais dès ce moment-là, dès 2001. D'accord. Si j'avais su en 2001 ce que je sais aujourd'hui, Donc pour toi le plus important c'est la manière de manager, ou t'aurais intégré différemment? Oui. Ah oui, parce que en fait faut garder en tête que la richesse d'une boîte, c'est pas le dirigeant qui l'a créée, en fait, c'est les collaborateurs. Ok. C'est les équipes. Même si, bien sûr, le dirigeant peut donner la direction, c'est les X collaborateurs qui sont en entreprise qui font ce qu'il faut pour. Oui. Et du coup, prendre soin de cette communauté-là, c'est crucial, quoi. Mais tu peux comprendre des fois que si tu as monté ta boîte et que tu t'es fait chier à monter ta boîte et que tu as les dirigeants, tu peux rester sur ce niveau d'ego en se disant c'est moi. Mais ça va pas t'emmener. Tu peux. c'est le monde d'hier. Okay. Mais tu peux. Oui, c'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, on est plus. Alors aujourd'hui, les gens cherchent du sens. Oui, ils cherchent quelqu'un qui les guide, bien sûr. Enfin, un capitaine au navire, un capitaine de la boîte, évidemment. Mais ils ont besoin de sens. Aussi bien dans leur mission que dans leurs responsabilités, dans les décisions qu'ils vont prendre dans l'entreprise. Donc, je suis convaincu que tous les modèles de gouvernance participative, c'est l'avenir. Enfin, sans ça, les boîtes demain n'existeront plus. Toi, tu les vois plutôt collaboratives en tout cas, et avec... Là, ce que j'entends, ce que tu as dit, c'est plus de leadership que du management 1.0 où c'est du top-down et c'est comme totalement. Ça. Ouais, totalement. Ça va paraître évident pour certaines personnes, ça va paraître complètement scandaleux pour d'autres. D'accord. La stratégie de ma boîte, on l'a construite avec l'équipe, en fait. C'est pas moi qui l'ai écrite. Alors je l'ai validée, évidemment. S'il y avait eu une grosse boulette, j'aurais réagi, quoi. Ouais. Mais on l'a écrite avec l'équipe. Et alors je l'avais écrite, moi dans ma tête, sur mon Mac, j'avais écrit la stratégie. Je t'assure, on a fait un travail d'intelligence collective avec l'équipe, je t'assure, il y avait un point de différence. Sur les 12 points qu'on avait prévus, il y avait un point de différence. Mais tout le reste, ils ont eu les mêmes idées que ce que moi j'avais noté. Avec un vrai travail, pas orienté, etc. quoi. Donc ça veut dire que et tu l'appelles comment cette manière de manager? Tu as dit c'est l'intelligence collective? C'est avec des outils d'intelligence collective, où on fait réfléchir le groupe sur divers sujets. Déjà, il peut avoir des idées meilleures que les nôtres. Est-ce que tu trouves pas que c'est trop long des fois? Ça prend trop de temps. Honnêtement, tu veux, je te fais la démonstration en 1 heure, je te fais pondre un ensemble d'idées que jamais de la vie tu peux avoir seul. Ok. Parce qu'on pourrait se dire tout seul, je sais, j'ai l'habitude, je fais. Ça va plus vite, bien sûr. Seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Okay. Et surtout, il y a un élément très important, c'est au-delà d'avoir des idées supplémentaires, les idées, c'est les équipes qui les ont eues. Ok. Donc elles sont engagées après. Derrière, c'est elles qui déploient les idées. C'est pas toi qui es sur le terrain, a priori. Oui. C'est tes équipes. Et quand tes équipes, elles déploient les idées, elles peuvent pas dire non, j'ai pas envie. C'est de la faute. C'est ton idée, quoi, mon gars. Ok. Donc du coup, tu les responsabilises et ils s'engagent automatiquement. Et tu leur donnes du sens. Ok. C'est nous qui avons construit la stratégie. Ok. Maintenant, c'est à nous de la dérouler. Non, c'est une très belle stratégie parce que du coup, tu englobes tout le monde.
Et là, il n'y a pas... Et puis, alors sur la stratégie là, dont je te parlais avant, Ouais. la stratégie de l'année, elles avaient eu les mêmes idées que moi, à l'exception d'un point. Mais parfois, et souvent, elles ont des idées que moi, j'ai pas. Ok. J'ai beau connaître ma boîte par cœur, j'ai pas la science infuse, en fait. Ouais. Je suis pas un super-héros, en fait. Oui. Voilà. Je suis effectivement le leader, je suis l'actionnaire, etc. Mais je suis pas Dieu, quoi. Tu vois. Ok. Donc, Et je me dis, mais ça veut dire qu'il faut avoir des collaborateurs qui soient dans cet état d'esprit. Et le recrutement, ça doit être aussi particulier, tu vois. alors, au début, mes collaborateurs n'étaient pas du tout dans cet état d'esprit. Hein. Ok. Eux, alors j'ai une partie des collaborateurs qui sont là depuis un moment, Mhm. depuis l'ancien mode de management. D'accord. Donc eux, ça s'est fait en douceur aussi pour arriver à leur faire des ateliers de réflexion, ouais, de Ok. construction. Donc il y a eu, j'allais dire, un accompagnement aussi de ce niveau-là. Mais Ouais, ça veut dire que transition. quand tu recrutes quelqu'un de nouveau aujourd'hui, tu le sélectionnes par rapport à ça aussi et sa manière de... son état d'esprit. Oui, c'est crucial. Déjà, j'essaie d'identifier comment il fonctionne, Ok. très important. Mhm. Non pas pour dire je te prends pas en fait. Oui, oui. C'est Pour juste savoir si pour ça savoir match ou comment pas. il va réagir. Ok. Comment il va réagir. Est-ce que en fonction de ses réactions, ses missions vont convenir? Parce que parfois certains types de profils ne conviennent pas à certains types de missions, tout simplement. Ok. Voilà, donc j'essaie de comprendre un peu comment il fonctionne. Et après, ouais, il a des petits tests pour voir s'il est câblé pour rentrer chez nous. Ouais. Ok. On a un mode de fonctionnement assez particulier. On a des outils de gestion de projet. Mhm. Moi, je fais un point par semaine, à peu près 1 heure ou parfois 2 heures avec mon bras droit, mon responsable opérationnel. Mhm. C'est le seul point hiérarchique que je fais en fait. Tout le reste, ça passe D'accord. par notre outil de gestion de projet Ok. Très bien. pour faciliter, fluidifier, monter en qualité et en productivité. Comment tu vois la suite pour toi, ça serait quoi? C'est une très bonne question. Déjà, là, j'ai 2 ans qui vont être intenses, Ok. 2 ans de mandat. D'accord. Et après, je fais confiance à l'univers. Ok. J'ai pas de. Ça fait 27 ans que je suis dans ma boîte, donc je suis sorti de l'opérationnel. Ok. Euh, Ça, on en parle souvent. Je t'interromps là-dessus. Souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, qui sont dans la boîte. Sortir de l'opérationnel, c'est très compliqué pour certains, tu vois. c'est très très compliqué. Tu leur proposerais quoi, en fait, pour les aider, en tout cas Alors, c'est typiquement on n'en a pas parlé, mais c'est typiquement Ouais. le sujet du projet qu'on est en train de lancer là Ok. sur Edition Sales. Ce nouveau projet, c'est pour aider l'entrepreneur à faire un pas en arrière Ok. et à prendre de la hauteur. La difficulté qu'ont les entrepreneurs aujourd'hui, je pense, Mhm. c'est qu'ils sont au four et au moulin. Oui. Ils vont éteindre l'incendie un peu dès qu'ils se présentent. Ah, il y a un problème d'internet. Ok, attends, je vais gérer. Je vais- Ah, l'imprimante bug. Attends, je vais gérer. Ou Manque des capsules de café, je vais Ouais. gérer. c'est ça. Parce que ça va aller plus vite si moi je le fais que si tel collaborateur le fait. Ça, c'est la croyance qu'il y a derrière. Ouais. Ok. Oui. On a longuement échangé à ce sujet déjà. Sauf que c'est pas son rôle en fait. Oui. C'est pas son rôle. Le rôle de l'entrepreneur, c'est d'être le capitaine, quoi. Mhm. Tu vois. Capitaine du navire, montrer la direction, donner le cap, etc. Si j'y vais pas, ça va. Le navire va couler. Certains Le peuvent se navire, dire. il va se prendre à un moment donné un iceberg, ouais, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr. Parce que t'as pas pris le bon cap et t'es pas concentré sur les bons sujets. Ou alors si, tu vas dans la même direction, mais tu te crames. Ok. Tu peux tout faire tout le temps et bosser 70 heures par semaine toutes les semaines de l'année. Mhm. Mais à un moment donné, tu te crames. Donc, cette notion de prendre un. Moi, j'appelle ça aussi l'identification. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu t'identifies à ta boîte et tu penses que tu es ta boîte. Oui, Donc, tu ne vis que à travers ta boîte. c'est là, en fait, où tu deviens le danger pour ta boîte. Ouais. Parce que tu as le nez dans le guidon. C'est ça. Mais pour en sortir, ça demande de la prise de conscience, du coup. Oui, après, beaucoup en sont conscients. Ouais. Mais j'étais concerné. Hein. Mhm. On a bossé sur le sujet à un moment donné. J'étais concerné, sauf que tu dis, ouais, mais non, ça peut pas marcher autrement, en fait, c'est pas possible. C'est fou comment on peut se convaincre Oui, qu'on est important. oui. Ah oui, mais on se rend important. Oui. Ah oui, on se rend important. Oui. Moi, j'étais pendant longtemps ravi quand un collaborateur venait pour me dire j'ai un problème, Ouais. parce que paf, j'avais la solution tout de suite. Et du coup, ça te donnait. Avant même qu'il termine sa phrase, j'avais la solution. Là, tu pouvais mettre la cape de Superman. Ouais, c'est génial. Je suis un Et là- héros. Mais je me crame. C'est ça. Et c'est pas mon rôle. C'est ça. Et ouah, j'ai mieux à faire que ça, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, depuis un moment, effectivement,
quelqu'un, alors ils viennent plus en me disant qu'ils ont un problème déjà, ça, c'est Ouais. bien. Le peu de fois où ça arrive, on a identifié ça, voilà ce qu'on propose. Ok. Tu vois. Mais il y a le syndrome, tu te rappelles, c'est un peu le syndrome du sauveur. C'est je vais aider, je C'est vais. génial. Quel qui- sentiment qui- de puissance ça donne. Ouais. Qui je peux aider là? Il y a C'est quelqu'un ça. là? C'est Il y a pas exactement d'emmerde ça. aujourd'hui? Je vais C'est en ça. créer une. C'est ça. Peut-être pas jusque-là, mais... Non, mais tu vois le. Ouais. Donc c'est. Mais ça arrive souvent en fait chez les entrepreneurs. C'est quand même un trait de caractère assez. Mais c'est normal parce que c'est un. T'as ton bébé et en fait tu veux le garder et tu veux le Oui. couver jusqu'au moment où on te dit bah non c'est pas ton rôle. Oui, et ça c'est crucial de le garder en tête. Ouais. C'est pas le rôle du dirigeant de gérer la panne de l'imprimante, quoi. Oui. C'est pas son rôle. Il y a mieux à faire. Le dirigeant doit se concentrer sur son cœur de métier. S'il est menuisier, en tout cas, s'il est dirigeant, s'il a défini vraiment son cœur de métier, est-ce qu'il est là pour fabriquer le meuble ou est-ce qu'il est là pour aller commercialiser le meuble? Oui. Tu vois, il faut vraiment qu'il reste sur sa zone de génie. Après, il y a ça, et moi je voyais aussi, il y a le côté des fois où la personne dit ouais, mais moi j'ai pas d'argent à donner à quelqu'un pour qu'il puisse faire ça, ou que je puisse embaucher, ou tu vois ce que je veux dire? Toujours des bonnes raisons. Ouais. Mais aujourd'hui, il existe quand même tout un tas de solutions pour déléguer à moindre coût. Oui. Comment ça s'appelle? Fiverr, 5 Upwork, tout Upwork. ça, 5€ Ouais, il y a tout un tas de solutions Mhm. où tu peux faire bosser un freelance Mhm. qui va être expert d'un sujet, Ouais. qui va le faire vachement plus vite que toi, vachement mieux que toi. Mhm. Et du coup, je sais pas, les 50 balles qui t'a coûté, Ouais. toi, ça t'a fait gagner 2 heures. Mais combien ça vaut 1 heure de ton temps en face? Donc, tu vois, et surtout, combien ça vaut, mais combien tu peux générer d'argent Ouais. en consacrant 1 heure à ta vraie mission? Mhm. Si ta mission, c'est de faire de la vente, en 1 heure, combien d'euros de vente tu peux générer? Oui. Mais ça te demande du recul. Ça te demande beaucoup de recul. Et de passer d'un stade où tu es artisan à entrepreneur, quoi. Ouais. Et de sortir Ouais. du nez dans le guidon. Et Ok. Donc ça, c'est des formations que tu mets en place. Non, par rapport à Sales. Ou alors sur le nouveau projet. Ouais, sur le Alors nouveau projet. c'est pour le moment, il y a plusieurs niveaux. Il y a du contenu, puisque mon métier c'est l'édition. Ouais. Donc il y a du contenu éditorial, donc de l'abonnement à un produit mensuel. Ok. Et il y a potentiellement également de l'accompagnement pour ceux qui les souhaitent. Ouais. Comment tu L'accompagnement. captes l'attention du lecteur? Euh, De manière générale, en termes de marketing, j'allais dire, ou par rapport à un produit, parce que je me disais, toi, avec l'expérience que tu as, tu sais que il y a plusieurs phases, en fait, c'est pas juste t'envoies une formation ou un mail ou quelque chose, il y a quand même tout un enrobage et... Là, tu parles de une fois que le lecteur te connaît déjà? Non, il te connaît pas. Pour Ouais, pour t'envoies lui une... permettre de te connaître. Exact, ouais. Après, tu as des stratégies d'acquisition marketing. Ok. Ça peut être... il y a bien sûr tout ce qui est SEO, donc D'accord. référencement naturel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, alors, tout est faisable, hein, mais Ouais. c'est long, c'est voilà. Donc, Pour quelqu'un moi, qui un démarre, tu lui entrepreneur- dirais quoi? De faire comment, tiens? C'est déjà, intéressant. ça dépend sous quel mode il démarre. Ok. S'il démarre en mode entrepreneurial, Ouais. un entrepreneur, pour moi, prend un risque, à un moment donné, est capable de prendre un risque Mhm. financier, par exemple, hein, est capable d'investir Ok. pour mesurer un retour sur investissement. D'accord. Donc, il doit être capable de mettre 1000, 2000 euros sur la table à un moment donné pour Ok. dire, voilà, je fais de l'acquisition de clients Ouais. avec du Facebook Ads, avec du LinkedIn, avec Google AdWords, peu importe. Alors, c'est des leviers qui peuvent coûter cher, mais qui Ouais. permettent quand même de tester rapidement un marché. Donc, il faut être capable de mettre un peu d'argent sur la table à un moment donné pour voir si il y a une audience, Ok. et après pour convertir cette audience. Donc, ça veut dire qu'il faut tester le marché, entre guillemets, voir s'il existe ou pas. La règle de base, c'est Ok. 3 T. Tester, tester, tester. Ok. Ça, c'est incontournable. Et Mhm. la personne qui te dit « Ouais, fais comme ça marche C'est ça. ». Non. Mhm. Non. Ça fait 27 ans que je fais du marketing. Les trucs qui marchaient il y a 2 ans ne marchent peut-être plus aujourd'hui. Les trucs qui ont marché lundi ne marchent peut-être plus le mardi. Ok. Donc, Le seul truc qui marche, restons humbles. c'est la réalité. Ouais. Le retour sur investissement que tu as sur tes opérations, ou ton taux de clic, ou ton taux d'ouverture de mail, ou peu importe. Enfin, l'indicateur que tu as défini en fonction de ton objectif, c'est la seule vérité, c'est ça. Et des fois, je vois des entrepreneurs qui vont essayer de suivre cette logique-là, mais peuvent avoir peur de se prendre un vent ou de se dire « Ah, ça n'a pas marché, du coup, mon produit il est pourri. Alors, savoir ce qui a fait que ça va marcher, c'est complexe parfois. »
Ok. Parce que est-ce que c'est ta stratégie d'acquisition qui était pas bonne? C'est-à-dire que si dans ton lead magnet, donc l'élément qui va faire que l'internaute laisse ton adresse mail, son adresse mail, si dans ton lead magnet, tu as fait une promesse qui est en décalage par rapport au contenu du lead magnet. Ok. D'accord? Donc tu as promis, je sais pas moi, devenez le meilleur menuisier du monde, et dans la petite vidéo que tu envoies, c'est un truc tout pourri. Ok. Bah, tu auras créé une déception chez ton prospect et il va plus avoir envie de te suivre. Donc tu peux avoir foiré ta transformation là-dessus. Tu peux avoir foiré à plein d'étapes. Sur les mails que tu as envoyés après, sur ta page de vente, sur le prix de vente de la formation, parce que ta formation est trop chère. Tu vas segmenter, tu vas essayer de trouver où est le maillon faible entre guillemets. Oui, bien sûr. Mais jamais tu te remets en cause en disant c'est moi qui suis nul. Ah bah si, ça peut arriver. Ok. Enfin, c'est moi qui suis nul. Non. Parce que je trouve ça plutôt intéressant de dire c'est dans la chaîne quelque part. Du coup, c'est pas moi, c'est la chaîne, c'est. Pour autant, il faut garder de l'humilité. Hein. Ok. Je me dirais pas je suis nul, parce que aujourd'hui. Avec un peu de recul, les méthodos, je les connais. D'accord. Je vais pas me dire je suis nul, par contre je vais dire putain là j'ai merdé. D'accord. Ça remet pas en question ton intégrité, intrinsèquement. Ouais, tout à fait. Par contre, là on n'a pas été bon. Donc là il faut qu'on améliore ce mail, cette page de vente, la couleur des boutons, il faut qu'on teste. Et c'est pour ça que je parle d'humilité. Il y a rien de plus énervant pour moi que le mec qui te dit, ou la nana qui te dit, voilà, fais comme ça. C'est ça. Non. Non. Humilité. Tester, tout le temps. Les mails, les pages de vente, les objets, les couleurs. Voilà. Après, du coup, le niveau de détail va très loin, parce que c'est la couleur du bouton, est-ce qu'il était vert, est-ce qu'il était rouge. Ça a une influence directe sur le fait que la personne clique ou pas. Ça peut. Peut-être pas dans tous les business, peut-être pas tout le temps. Mais ça veut dire que tu n'as pas la solution, mais tu testes, et c'est en testant que tu t'approches en tout cas de la meilleure solution. Tout en capitalisant sur ce que tu as fait précédemment. Oui. Tu vois, mais tu affines quand même globalement aujourd'hui. Tu me montres une page de vente, je peux te dire si elle a des chances ou pas. Oui, ça je peux faire, ouais. D'accord. Ça veut pas dire qu'elle va être bonne ou pas bonne, mais si elle est foireuse, ça se voit tout de suite. Enfin, si elle est foireuse, tu le sais tout de suite. Comment tu sais qu'elle est foireuse, toi? T'as l'expérience, mais c'est-à-dire que tu lis et tu dis. Bah, déjà, ça sonne moins pour toi ou les accroches, est-ce que tu as bien travaillé sur les peurs du prospect? Est-ce que la valeur ajoutée du produit, elle est claire? Est-ce que tu vois, la promesse est là? Est-ce que la transformation émotionnelle est présente? Est-ce que le prix est bien expliqué, justifié et rendu attractif? Voilà, il y a des méthodes qui existent quand même. Ouais, donc du coup, c'est tout un art en fait, le marketing. C'est tout un art. Ah, je suis un artiste. Excellent. Non, encore une fois, je reste très humble parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce que ça fait combien d'années tu dis que tu 27. fais ça? Et au bout de 27 ans, tu restes humble en disant voilà, ce qui a marché hier ne marchera pas forcément aujourd'hui. C'est ça. Les fondamentaux restent les mêmes. Oui. Mais les techniques peuvent changer. Oui, et les fondamentaux restent les mêmes. Il faut un call to action à la fin de chaque mail que tu envoies. Il faut un call to action. D'accord, ok. Même si c'est juste un mail de contenu, tu as envie de passer de l'info, il faut faire cliquer ton internaute pour pour garder les meilleures chances de délivrabilité des mails suivants. Si le FAI voit, ou comment ça s'appelle, le mail provider là, voit que les internautes ont ouvert mais n'ont pas cliqué, ils vont se dire ce mail n'était pas intéressant. D'accord. Donc même moi un call to action dedans, même si c'est un truc tout pourri, et ça va faire que contribuer positivement à ta délivrabilité, mais sans que je puisse te dire ça joue à 1% ou à 300%. Enfin, par contre, ça ne nuira pas, ça contribuera positivement. Ok. Donc tu as tout un ensemble de choses comme ça où au bout d'un moment, tu es attentif à tout un tas de détails. Donc quelqu'un qui se lance là-dedans, en tout cas, tu le conseillerais de tester. Oui, alors quelqu'un qui se lance, qui n'a jamais fait de marketing, voilà, indispensable de se former. Indispensable. Plutôt se former ou prendre un expert directement J'allais y venir parce que se former, ça va prendre énormément de temps. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui? Pour moi, alors ça vaut le coup. Tout dépend. Si t'aimes ça, oui. Par contre, si reprenons notre exemple de notre ami menuisier. Les menuisiers, tu veux vendre des formations en menuiserie ou est-ce que tu as vraiment envie de t'emmerder à faire des heures et des heures et des heures de formation pour essayer de comprendre le truc, pour après te dire attends, faut que je mette en place un A/B test, alors comment on va faire ce truc? Donc si tu raisonnes en tant qu'entrepreneur,
tu es censé être prêt à investir de l'argent. Ouais. Et dans ce cas, il vaut peut-être mieux prendre quelqu'un qui sait faire. D'accord. Mais par contre, le billet va être un peu plus élevé, ouais. Donc tu as intérêt à avoir un produit un peu plus quali ou fini, mais c'est pas une perte en soi. C'est une gagne, tu vas gagner le temps. La qualité. Ah oui, c'est un gain de temps. Tu peux tout apprendre. Aujourd'hui, tu peux tout apprendre toi-même. Moi, si je veux apprendre à coder, je peux apprendre à coder. Ça peut être un piège, en fait, pour celui qui cherche à tout faire, entre guillemets. Ça peut être on revient à notre cas de tout à l'heure, où tu es au four au moulin. Oui. À un moment donné, peut-être t'exploses en plein vol parce que tu es en train de te dire, attends, ma page de vente, là, elle est un peu toute pourrie. Le texte est bon et le design est moche. Ah ouais, mais non, je vais faire une formation en design. Ouais, c'est ça. Attends, non, mais je vais faire une formation en codage d'abord parce qu'il faut que je code ma page. Ah, mais non, j'ai pas besoin de coder parce que je vais faire ça sur WordPress. Ah, mais du coup, je vais faire une formation sur WordPress. Ouais, mais le problème, c'est que pas, c'est le chat qui se mord la queue. Peut-être dans 5 ans, tu lances ta formation. Oui, c'est ce qui arrive. Parce qu'après, il faut aussi faire une formation en tournage vidéo. Oui. Parce que je vais la tourner moi-même dans ma cave. Ouais, mais comme tu reçois plein de pubs, du coup, c'est le marketing qui alimente le marketing. Tu vois ce que je veux dire? C'est que dans le sens où tu dis à la base, moi, je veux faire juste une formation. Oui. Au final, tu termines comme monteur, tu vois. C'est ça. Et en même temps, tu dis, je vais faire copywriter parce qu'il y a besoin du copywriter. Oui, il faut tout. Le SEO, le machin. Oui. Et comme il y a des formations non-stop et tu vois des pubs, du coup, tu rentres dans une boucle infinie. Infernale. Et au final, tu mets 5 ans pour sortir un produit qui peut-être ne sort pas. Oui. Et qui peut-être quand il va sortir, il sera pas bon. Et il conviendra pas à ta cible. Donc ça veut dire qu'on revient à la base qui est à un moment, faut tester et améliorer. Oui. Par la suite, test-error et on avance, quoi. C'est ça. Il faut presque ne pas écouter les sirènes des publicités, quoi. En tout cas, faut les regarder avec un sens critique poussé et en se questionnant bien, est-ce que c'est mon rôle d'entrepreneur d'apprendre à réparer le photocopieur? Ouais, ça me fait penser, c'est toujours la question qui revient, c'est qui je suis, quoi. Est-ce que je suis le gars qui fait tout ou est-ce que je suis le gars, je suis un entrepreneur et voilà ma mission et d'où la mission et que tu la déclines et après tu sais où tu vas, quoi. D'où aussi, à mon sens, l'importance de, quand tu te lances dans un projet entrepreneurial, d'être prêt à investir de l'argent. Oui. Parce que sinon, tu dois tout faire toi-même. Alors là, on a parlé beaucoup de digital, formation en ligne et tout, mais ça marche sur beaucoup d'autres sujets, en fait. Ok. Mais ça veut dire qu'il faut être prêt à investir. Pour moi, il faut être prêt à investir. Tu vas pas faire ta compte à toi-même. Si tu prends un comptable. Mais tu vois, c'est paradoxal parce qu'on vend aujourd'hui le fait que tu peux démarrer from scratch et quasiment tout faire, mais ça peut être un piège très rapide, quoi, dans lequel tu t'enlises, parce que justement, tu fais tout. Oui, les gens n'ont pas forcément... Oui, après, ça fait rêver tout le monde de monter ta boîte de zéro et d'en faire une licorne derrière. Bien sûr, ça fait rêver tout le monde. Par contre, je pense que la plupart des gros entrepreneurs d'aujourd'hui, les vrais entrepreneurs, à un moment donné, ils ont investi. Ils ont pris un risque. Le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs, ça serait quoi? À ceux qui sont en devenir? Ceux qui veulent se lancer? Ouais, qui veulent se lancer, qui les aiderait, qui serait game changer pour eux. En fait, ne pas tomber dans un piège ou en tout cas un conseil. Un conseil je pense que la ressource la plus précieuse, c'est le temps. Donc, soyez très avare de votre temps et sous-traitez ce que vous pouvez sous-traiter et investissez de l'argent parce que une heure de votre temps vaut de l'argent. Et une heure passée à faire un truc qui vous saoule, c'est une heure de sérénité en moins. Et une heure d'énergie en moins sur d'autres sujets. Top. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir, Hicham. Ça a été un plaisir. Merci. Merci.